Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à essayer de comprendre pourquoi il y a autant d'espèces sur Terre et donc comment naissent les espèces. On verra dans un cours suivant comment on peut expliquer pourquoi il y a autant d'espèces à un endroit donné et pourquoi ce n'est pas réparti uniformément sur la planète. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à la façon dont se forment les espèces et à la fin, ce qu'on sait de l'origine de la vie. Donc effectivement, il y a une énorme diversité des formes de vie sur Terre, une énorme diversité d'espèces. Et donc on peut se demander comment naissent ces espèces, comment elles se forment, pourquoi on n'a pas une seule espèce qui serait capable d'exploiter toutes les ressources sur la planète. Et donc il faut remonter à Darwin pour avoir les premières explications évolutives de la diversification. Alors son livre de 1859 s'appelait On the Origin of Species by Means of Natural Selection, sur l'origine des espèces par sélection naturelle. Mais en fait, il ne s'est pas vraiment intéressé au problème vraiment de ce qu'on appelle la spéciation, c'est-à-dire la formation à partir d'une lignée de formation en espèces différentes. D'ailleurs, pour lui, les espèces n'étaient pas spécialement des catégories intéressantes en soi, plus que des variétés ou des populations. Et on verra, on reviendra là-dessus, et que c'est très intéressant, effectivement. La biodiversité, ce n'est pas seulement un nombre d'espèces, et ce n'est pas forcément une catégorie à part. Et donc, dans la seule figure de son livre, on voit une diversification, il n'appelait pas ça des espèces, en variétés différentes. Et il s'est surtout en fait intéressé dans tout son livre à expliquer le processus de sélection naturelle, donc comment ça expliquait l'évolution des populations. Et pour lui, ça expliquait comment des espèces pouvaient devenir différentes. On va voir que ce n'est pas si simple, qu'il y a des problèmes spécifiques à essayer de comprendre comment on peut avoir, à partir d'une lignée, divergence en plusieurs lignées distinctes. Et donc ce qu'il a expliqué, et qui est quand même important pour la suite du cours, et même si je l'ai déjà dit plusieurs fois, on répète le principe de la sélection naturelle parce que c'est vraiment essentiel à comprendre. Donc si on veut comprendre comment évoluent les populations et les espèces, donc il faut vraiment comprendre que l'idée c'est qu'il y a de la variabilité génétique dans les populations. Les individus sont différents et ça a une base génétique. Et certains individus, parce qu'ils ont des caractères particuliers codés par des allèles, des variants génétiques différents, peuvent mieux survivre et ou laisser plus de descendants. Et donc, forcément, ces variants qui permettent de laisser plus de descendants sont surreprésentés à la génération suivante, augmentent en fréquence, et ça fait évoluer les populations. Et donc, si on veut essayer de comprendre pourquoi un caractère évolue et pourquoi des espèces deviennent différentes, il faut vraiment essayer de comprendre, est-ce qu'un variant génétique qui ferait qu'on devienne différent augmente en fréquence ou pas? On va revenir là-dessus. Donc, on l'a déjà vu aussi, mais donc, pour comprendre l'évolution des populations, il faut vraiment comprendre qu'il faut de la variation génétique, il faut de l'héritabilité, c'est-à-dire que les parents font des descendants qui sont plutôt similaires à eux-mêmes. Il faut que des caractères différents, ici la couleur des insectes, induisent des différences de survie ou de nombre de descendants. Donc ici, les rouges survivent mieux parce qu'ils sont toxiques, ils sont moins mangés. Et donc, de génération en génération, ces formes rouges augmentent en fréquence, parce qu'il y a un avantage en nombre de descendants de cette forme rouge. Donc comment on peut appliquer ça à essayer de comprendre comment, à partir d'une lignée, on diverge en plusieurs lignées, en espèces différentes. Et donc c'est un problème qui est toujours beaucoup étudié par les biologistes de l'évolution et pour lesquels il y a encore plein de questions qui restent en suspens et qui n'est pas complètement résolu. Darwin avait appelé ça le mystère des mystères, la spéciation, la formation à partir d'une lignée en deux espèces différentes. C'est vraiment ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Donc pourquoi c'est difficile à comprendre? Parce que ce que ça veut dire, si on zoome ici au niveau de la divergence, ça veut dire qu'il y avait des individus ici en rouge qui se croisaient au hasard dans la population, qui donnaient des descendants. Et si on a une divergence entre deux lignées, ça veut dire qu'à un moment, il y a des individus qui refusent de se croiser avec les individus d'une autre lignée qui est en train de devenir différente. D'accord ? Il faut ici arrêter les flux de gènes. C'est ça la difficulté de comprendre la spéciation. Parce que donc, si on regarde ici chez ces papillons, donc il y a deux formes avec des ailes blanches et rouges qui sont reconnues par des prédateurs comme toxiques et donc qui sont évitées et donc moins mangées. Donc ça forme on appelle ça des espèces différentes dans ce cas-là, mais ils sont toujours capables de se croiser entre eux, ils sont interféconds, les hybrides vont très bien, ils sont tout à fait viables et fertiles, mais ils ont des couleurs intermédiaires sur les ailes qui ne sont pas reconnues par les prédateurs comme toxiques et donc qui sont mangés et donc qui ont une moins bonne survie, mais uniquement pour des raisons extrinsèques, parce que les prédateurs les mangent plus.
Donc, dans ce cas-là, on peut évidemment se dire ça devrait être avantageux pour la population d'éviter de faire ces hybrides qui sont moins viables. Un parent ici, il devrait éviter de se croiser avec cette forme-là, parce que sinon, il fait moins de descendants viables, il transmet moins ses gènes. Mais donc ça, il faut faire, comme on avait vu, attention à être pas panglossien, c'est pas parce que c'est bon pour la population, pour les formes ici, que ça va nécessairement évoluer. Il faut vraiment se demander, est-ce que si ici apparaît un variant génétique qui fait qu'un blanc ici refuse de se croiser avec un rouge, est-ce que ce variant génétique a un avantage? Est-ce qu'il peut augmenter en fréquence? C'est vraiment la seule façon de comprendre, est-ce que ça peut évoluer? Et donc c'est vraiment la seule façon de faire deux lignées qui sont en train de diverger, d'arrêter les flux de gènes, de faire qui est ce qu'on appelle une homogamie, ici que les blancs se croisent que avec les blancs et les rouges se croisent que avec les rouges, parce qu'il suffit d'un tout petit peu de flux de gènes ici pour homogénéiser les populations. On peut le montrer facilement en mathématiques, on avait vu ça dans le cours 2. La migration entre populations homogénéise très vite les fréquences alléliques. On peut faire un modèle tout simple où on part de plusieurs populations qui ont des fréquences de deux allèles différents, entre 0 et 1. On autorise de la migration entre ces populations. En quelques générations, elles sont toutes pareilles avec une fréquence de 0,5. Et on peut montrer mathématiquement qu'il suffit d'un migrant par génération, quelle que soit la taille de la population, pour homogénéiser très vite les fréquences alléliques. Donc si on veut comprendre comment deux lignées, deux espèces peuvent devenir différentes, il faut vraiment comprendre comment on arrête cette migration, ces flux de gènes, ces croisements entre ces deux lignées qui sont en train de devenir différentes. Et c'est ça tout le problème de la spéciation, qu'évidemment Darwin n'avait pas encore les moyens, que ce soit au niveau de l'ADN, des modèles mathématiques, d'essayer de s'attaquer, et qui représente toujours un champ très riche de recherche actuellement. Donc, alors on appelle ça l'isolement reproducteur, c'est-à-dire le fait que ces deux lignées ne se croisent plus entre elles. Il y a un isolement reproducteur, c'est les individus ici ne se reproduisent plus avec ces individus-là. Et donc toute la question de savoir comment deux espèces peuvent devenir différentes, diverger, la question c'est comment évolue cet isolement reproducteur? Comment on arrête ici les flux de gènes? On empêche les individus de se reproduire ici. Donc il y a un moyen très simple de faire et qui n'est pas trop sujet à controverse ou à débat, c'est ce qu'on appelle de l'allopatrie. S'il y a deux populations qui sont dans deux endroits différents, deux patries différentes, par exemple de deux côtés d'une montagne, des deux côtés d'un océan, une barrière géographique infranchissable. Dans ce cas-là, donc même s'il y a une population au départ qui était une unique population qui se retrouve séparée par une barrière géographique infranchissable, les individus ne vont plus pouvoir se rencontrer, ne vont plus pouvoir se reproduire entre eux. Et donc, à terme, on peut avoir divergence entre deux espèces différentes et ça ne pose pas trop de problèmes théoriques. On comprend bien que là, il n'y a plus de flux de gènes possible. Et petit à petit, donc, ça peut devenir des espèces différentes. Alors, parce que peut-être qu'il y a sélection, elles sont quand même dans des environnements un peu différents, donc il y a des sélections pour des caractères différents. Peut-être qu'il y a un peu de rôle de dérive génétique. On avait vu ce que c'était la dérive génétique en cours 2. C'est le fait que les populations ne sont pas infinies. Et donc, il y a de la variation des fréquences alléliques neutres, qui n'est pas par sélection, mais qui est juste par stochasticité. Si on reprend cette image-là, où il y a des variants génétiques ici de différentes couleurs, si à chaque génération, on n'échantillonne qu'une sous-partie, juste par hasard, parce qu'il n'y a que 10 individus dans la population, les fréquences alléliques des descendants ne sont pas les mêmes que les fréquences alléliques des parents, mais juste par stochasticité. Et ça peut faire varier aussi très vite les fréquences alléliques. On voit ici, dans une population de 10 individus, sans sélection, les populations deviennent différentes, ont des fréquences alléliques différentes, juste par cet échantillonnage aléatoire à chaque génération de seulement 10 individus parmi le pool de gamètes qui existe. Donc ça peut être aussi une force évolutive très forte, et qui peut faire, on appelle ça dériver, différencier les populations. Donc on peut comprendre qu'en allopatrie, les populations deviennent différentes. Tout le problème théorique, et sur lequel il y a beaucoup de travaux, c'est ce qu'on appelle la spéciation en sympatrie. Est-ce que c'est possible? Est-ce que si dans un même endroit, il y a une sélection pour des optima, on va revenir là-dessus, des optima différents pour des individus, mais à chaque génération, ils peuvent se reproduire entre eux, se croiser. Est-ce qu'on arrive quand même à faire diverger en deux espèces, alors qu'à chaque génération, ils peuvent se rencontrer? Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui peut stopper les flux de gènes ici entre ces lignées qui sont en train de diverger? Donc la question, déjà, la condition, le prérequis absolument indispensable,
c'est qu'il y ait ce qu'on appelle une sélection disruptive, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une sélection pour deux optima différents et que les intermédiaires soient désavantagés. Donc, si on prend l'exemple ici de cet oiseau, dans les populations, il y a une répartition bimodale de la largeur du bec, avec des individus qui ont des petits becs et des individus qui ont des gros becs. Et on voit ici la probabilité de survie en fonction de la taille du bec, qui est aussi bimodale, parce que les petits becs permettent de optimalement casser des petites graines, et les gros becs optimalement de casser des grosses graines, et les intermédiaires sont désavantagés, ils arrivent moins bien à casser les deux types de graines. Donc là, on peut imaginer qu'il y a effectivement une sélection pour deux optima différents, deux lignées qui pourraient devenir différentes, une qui pourrait donner une espèce avec des petits becs et une qui pourrait donner une espèce avec des gros becs, parce que les hybrides entre ces formes sont désavantagés. Il y a une contre-sélection de ces formes-là. Donc ça, évidemment, c'est une condition, un prérequis au fait qu'il y ait des espèces différentes, parce que si, de toute façon, on peut s'adapter optimalement à utiliser toutes les ressources dans l'environnement, il n'y a pas de sélection pour qu'il y ait une divergence en lignées différentes. Donc il faut qu'il y ait cette sélection disruptive pour deux optima différents. Donc ça existe dans la nature, on connaît plein de cas ici pour la taille du bec. Pour des pathogènes, par exemple, on peut imaginer qu'il y a des espèces végétales différentes dans l'environnement et que s'adapter à une espèce d'arbre donné fait qu'on sera moins bien à adapter une autre espèce d'arbre donné. Il y a des compromis, on ne peut pas optimalement s'adapter à tout. Il y a des compromis à faire, des contraintes. Et donc c'est un prérequis au fait qu'il y ait des espèces différentes. Si un organisme pouvait s'adapter à toutes les ressources disponibles, ça serait évidemment avantagé par la sélection naturelle. Donc si on imagine qu'il y a effectivement de la sélection disruptive, pour autant, est-ce qu'on arrive à séparer les lignées? Et donc on va voir que c'est un champ de recherche actif et encore pas résolu. Donc pour revenir à la question d'abord de la sélection allopatrique, donc effectivement il n'y a pas de problème théorique. Avec un peu de sélection de dérives génétiques, on peut imaginer qu'on arrive à faire des espèces différentes, que des espèces différentes se forment. Et effectivement, il y a beaucoup de preuves que ces processus sont à l'œuvre dans la nature pour faire des espèces différentes. Donc, un type de preuve, c'est le fait qu'on trouve des paires d'espèces dans plein d'organismes, par exemple ici les organismes marins, de deux côtés de l'isthme de Panama. On trouve des paires d'espèces qui sont, quand on les met dans un arbre généalogique, elles sont toutes proches l'une de l'autre. On a à chaque fois une P à côté d'un C, donc de chaque côté de l'isthme de Panama. Donc il y a 10 millions d'années, c'était ouvert, les organismes pouvaient passer, et puis l'isthme s'est refermé ici, et donc il y a eu une barrière géographique infranchissable, et de chaque côté, les populations ont divergé jusqu'à devenir des espèces différentes, et on a effectivement des paires d'espèces comme ça, de chaque côté, et qui ont des dates de divergence similaires, des mêmes barrières géographiques. Donc effectivement, c'est une preuve qu'ici, il y a eu une spéciation allopatrique pour plein d'organismes différents. Un autre type de preuve, c'est sur les archipels, et c'est une des observations qui avait donné à Darwin ces idées sur la divergence des êtres vivants à partir d'un ancêtre commun unique par isolement. Et donc, par exemple, aux Galapagos, sur chaque île, il y a des formes un peu différentes de tortues, des formes un peu différentes de pinsons. On voit bien qu'ils sont originaires d'un ancêtre commun, mais qu'ils ont divergé chacun sur une île, parce que la migration est effectivement faible entre îles. Un autre exemple sur l'archipel d'Hawaï, c'est là où il y a 400 espèces de drosophiles différents, d'une diversité incroyable. C'est un tiers de la diversité du genre sur ces archipels, avec un ancêtre commun unique, récent, et des formes différentes sur chacune des îles. Donc on a des preuves de spéciation allopatrique, on n'a pas de problème théorique. Alors il reste un petit débat qui est est-ce que la dérive génétique en soi suffit à faire des espèces différentes s'il y a un isolement géographique, ou il faut qu'il y ait quand même de la sélection, divergence entre des environnements différents. Et une action intéressante de la diversité, de la dérive génétique pourrait être en fait, donc, en évolution, on représente souvent ce qu'on appelle des paysages adaptatifs. Donc c'est la valeur sélective, c'est-à-dire le nombre de descendants en moyenne que laisse un génotype donné, en fonction de caractères, ça peut être la taille du bec par exemple,
Donc ici, cette combinaison de caractères a une meilleure valeur sélective que ici, permet de laisser plus de descendants. Donc si au départ la population ici, elle ne peut que monter à ce pic adaptatif par sélection. La sélection naturelle, c'est un variant génétique permet de laisser plus de descendants, donc il augmente en fréquence. Donc si on est ici, ce variant, un variant génétique qui a cette combinaison de caractères permet de laisser plus de descendants, et donc il va augmenter en fréquence. Et ici, pareil, et on va se retrouver au pic là, où ça permet de laisser le plus de descendants possible. Même si, à côté, il y a un pic de valeur sélective plus grand. Si on est ici, la population, juste par sélection, elle ne peut que monter à ce pic adaptatif. On peut le montrer par des modèles mathématiques très simples. Alors que si elle était ici, elle aurait une bien meilleure valeur sélective. Et en fait, la dérive génétique permettrait de sauter ces vallées adaptatives. Si on a une population sur une île qui a son pic adaptatif ici, mais que par dérive génétique, donc par stochasticité, un petit nombre d'individus arrivent sur une autre île et que par hasard, ces fondateurs se retrouvent ici sur le paysage adaptatif, ils vont monter à ce pic adaptatif-là. Et donc sur des îles différentes, les populations seraient à des pics adaptatifs différents et donc seraient génétiquement différenciées, mieux adaptées à exploiter des ressources différentes. Donc pour savoir si la dérive génétique tout seul pourrait suffire à faire des formes différentes qui refusent de se croiser entre elles, on peut aussi faire des expériences. Et donc on avait déjà parlé d'élever des cages de population de drosophiles, ce qui permet d'élever un grand nombre d'individus avec des générations courtes et donc de faire de l'évolution expérimentale sur des temps faisables pour des expériences. Et donc, par exemple, on peut élever une espèce de drosophile sur différentes sources de nourriture qu'elles ne connaissent pas a priori, par exemple l'amidon et le maltose, pendant plusieurs générations. Et on regarde à la fin, est-ce que celles qui se sont adaptées à mieux métaboliser l'amidon refusent de se croiser avec celles qui se sont adaptées à mieux utiliser le maltose, juste par dérive génétique. Alors si on ne fait pas une sélection sur des sources de nourriture différentes, c'est-à-dire sans sélection, juste avec de la dérive génétique, dans les expériences, on n'arrive jamais à faire évoluer ici un isolement reproducteur. Par contre, quand on fait une forte sélection sur des sources de nourriture différentes, dans certains cas, effectivement, les mouches ici, il va y avoir de l'homogamie qui évolue, elles préfèrent se croiser avec celles qui sont adaptées au même milieu qu'elles. Et donc ça laisse penser qu'il faut quand même qu'il y ait une pression de sélection pour arriver à faire des formes différentes, des espèces différentes en allopatrie. Mais bon, évidemment, c'est un petit nombre de générations par rapport aux millions de générations qu'il peut y avoir dans les conditions naturelles. Alors, le problème de la sympatrie, de la spéciation en sympatrie, la formation d'espèces, il n'y a pas de barrière géographique. Donc, on a vu déjà le prérequis, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une adaptation possible, optimale à tous les environnements à la fois. Donc, il y a une sélection disruptive. Mais est-ce que ça suffit ? Est-ce que si les intermédiaires sont désavantagés, donc il faut que les intermédiaires soient désavantagés pour que ça puisse arriver. Mais si c'est le cas, est-ce qu'on peut sélectionner pour un gène, par exemple, qui ferait que les petits becs refusent de se croiser avec les gros becs ? C'est comme ça que peuvent être des espèces différentes. Donc ça peut être une sélection disruptive comme ça sur des formes très différentes. Ça peut être aussi des stratégies différentes de type généraliste versus spécialiste. Une espèce spécialisée sur une ressource particulière, on peut imaginer qu'elle a une sélection très forte et elle peut devenir hyper spécialiste et donc meilleure qu'une espèce généraliste qui serait capable d'exploiter plein de ressources, mais du coup moins bien adaptée à chacune. Alors pour illustrer la sélection disruptive avec un exemple qu'on avait déjà vu, la phalène du bouleau, donc c'est ces petits papillons qui sont mimétiques, se cachent des prédateurs avec des formes blanches sur les lichens, sur les bouleaux où il y a du lichen. Les prédateurs ne les voient pas quand il y a du lichen. Par contre, lors de la révolution industrielle en Angleterre, les lichens avaient disparu des troncs qui étaient devenus plus sombres. Et donc là, pour le coup, les formes blanches étaient très bien vues par les prédateurs, alors que les formes noires étaient moins bien vues. Et donc il y a eu une sélection. Au départ, c'était les formes blanches qui étaient les plus abondantes. Et on a vu une sélection progressive des formes noires quand les lichens ont disparu. Et avec un clean géographique, en fonction de là, on a sur le fond un degré d'urbanisation et donc de disparition des lichens.
Donc plus c'est urbanisé, plus les formes noires sont avantagées et sont effectivement plus fréquentes, alors que dans les formes moins urbanisées, les formes blanches étaient toujours avantagées et plus fréquentes. Et donc là, c'est une sélection disruptive, hein, c'est-à-dire dans un environnement où il n'y a pas de lichen, c'est la forme noire qui est avantagée. Dans un environnement où il y a des lichens, la forme blanche est avantagée, et les intermédiaires sont mieux vus sur les deux types et donc sont désavantagés. Donc, si on imagine une répartition gaussienne de la couleur et donc de la fréquence des morphes blanches à noires, donc au départ, avant, quand il n'y avait que des arbres avec lichen, il y avait ce qu'on appelle une sélection stabilisante pour une couleur donnée assez blanche. Au moment où les lichens ont disparu, il y a une sélection directionnelle vers une forme plus noire, qui était avantagée dans les régions fortement polluées. Et au milieu des deux, il y a une sélection disruptive. Donc les formes blanches sont avantagées là où il y a des lichens, les formes noires là où il n'y en a pas, et les intermédiaires sont moins bonnes sur les deux. C'est une sélection disruptive. Mais donc, même avec une sélection comme ça, ce n'est pas simple de faire que les formes blanches se croisent qu'avec les blanches et les formes noires qu'avec les noirs. Si on modélise un paysage adaptatif avec comme ça plusieurs pics adaptatifs et une population qui évolue, eh bien, la population évolue forcément vers un des pics adaptatifs. Il ne peut pas y avoir deux populations, avec chacun à son pic adaptatif, si à chaque génération, tout le monde peut se croiser avec tout le monde, parce qu'on crée des intermédiaires à chaque fois qui sont désavantageux, et on peut montrer avec des modèles mathématiques que la population, elle évolue vers un pic donné. Et donc, pour arriver à faire qu'on ait deux espèces qui sont en train de se former, il faut qu'il y ait quelque chose qui stoppe les croisements entre les deux formes. On peut l'illustrer comme ça avec des champignons pathogènes. Si on a deux espèces d'hôtes pour des champignons pathogènes dans un milieu, avec par exemple deux gènes d'adaptation à l'hôte, et donc on a les variants génétiques petit a petit b qui permettent d'infecter cet hôte-là, et les variants grand A grand B qui sont nécessaires pour infecter cet hôte-là. Mais à chaque génération, si les individus peuvent se croiser entre eux, ils vont produire des intermédiaires qui sont capables d'infecter ni l'un ni l'autre. Donc il faudrait qu'il y ait un isolement reproducteur qui apparaisse, que les individus grand A grand B refusent de se croiser avec les petit a petit b pour arriver à faire deux espèces différentes, optimalement adaptées à leurs deux hôtes différents. Pareil pour les papillons, les formes blanches et rouges. Toute la question, c'est comment on arrête les flux de gènes ici. Alors, c'est un peu le problème de la biologie évolutive et de l'écologie, c'est que c'est difficile de faire des expériences parce que souvent, des spéciations, ça peut durer des milliers d'années. On n'a pas le temps de faire ce type d'expérience. Reconstruire l'histoire des populations, ce n'est pas toujours évident, et on va savoir comment ça s'est passé vraiment au moment de la spéciation. Et donc souvent, on fait des modèles mathématiques pour essayer de voir est-ce que mon idée tient le coup, est-ce qu'elle est pas panglossienne, est-ce que ça peut vraiment se produire. Et donc il y a beaucoup de modèles mathématiques pour étudier la spéciation, et en particulier la spéciation en sympatrie, quand il n'y a pas de barrière géographique. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on modélise des valeurs sélectives, donc des nombres de descendants faits en moyenne par des génotypes donnés. Et donc on considère qu'il y a deux niches écologiques, par exemple, donc deux arbres, deux espèces différentes pour un champignon pathogène. Et on considère donc que les grands A grand B, ils font plus d'individus, 1 plus alpha, quand ils sont dans leur hôte auquel ils sont adaptés. Par contre, sur l'autre espèce d'hôte, ils en font moins, ils en font 1 moins alpha. Et inversement, sur l'autre espèce d'hôte, les petits a petit b, ici c'est les petits a petit b font 1 plus alpha, et les grands A grand B font 1 moins alpha. Donc on considère les grands A grand B font plus de descendants ici, et les petits a petit b font plus de descendants ici, mais chacun moins dans l'autre. Et on fait évoluer ça. On regarde à chaque génération quel variant augmente en fréquence. Alors, il y a un cas qui est très facile, en fait, où la formation d'espèces différentes peut se produire très facilement, même en sympatrie. C'est quand c'est le même gène qui contrôle à la fois la capacité ici à infecter un arbre ou l'adaptation à une niche écologique et le croisement avec qui on se croise. Donc, par exemple, chez les papillons, j'ai dit qu'il y avait des formes différentes qui étaient reconnues par des prédateurs. Mais les papillons, en fait, utilisent justement les couleurs sur leurs ailes pour savoir avec qui ils vont se croiser. Donc, si c'est sur le même gène qui contrôle l'adaptation à l'environnement, ici, d'être mangé ou pas par un prédateur, et le fait de se croiser avec quelqu'un qui se ressemble,
ça évolue tout de suite en espèces différentes. Ici, si le fait d'être rouge fait que vous êtes moins mangé et en plus vous vous croisez qu'avec des rouges, si c'est le même gène qui contrôle ça, évidemment ça évolue tout de suite en espèces différentes. Il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a pas d'intermédiaires qui sont produits. Donc ça a même été appelé un peu un caractère magique pour faire des espèces différentes parce que c'était hyper facile, mais on a dit que ça devait être assez rare dans la nature, qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de caractères où c'était le même gène qui contrôle à la fois la probabilité de se croiser et l'adaptation à l'environnement. Alors en fait, c'est peut-être pas si rare que ça, en particulier donc chez les champignons pathogènes, mes organismes favoris, ça peut être assez fréquent parce que les champignons pathogènes se reproduisent à l'intérieur de leurs hôtes. Donc si on reprend notre exemple où il faut être grand A, grand B pour infecter cet hôte-là, et il faut être petit a, petit b pour infecter cet hôte-là, mais si vous vous croisez de toute façon que à l'intérieur de votre plante hôte, ici, si que les grands A, grand B peuvent infecter, ils vont se croiser qu'avec des grands A, grand B. Ils ne vont pas produire des intermédiaires. Ici, pareil, il n'y a que les petits a, petits b qui peuvent infecter cet hôte-là. Ils vont se croiser à l'intérieur avec des petits a, petits b. Ils ne vont pas produire des intermédiaires. Donc là, ça peut faire des formes, des espèces de pathogènes différents, adaptés à des hôtes différents, très facilement. Ça ne pose pas de problème théorique. Mais bon, ce n'est pas le cas de la majorité des plantes et des animaux, qui intéressent souvent plein de gens. Donc il y a d'autres modèles mathématiques qui ont été faits en imaginant un autre gène, un gène qui est spécifiquement impliqué dans l'isolement reproducteur, dans le fait de dire « moi je me croise avec un tel » ou « je ne me croise pas avec un tel ». Donc dans ces cas-là, on a toujours notre tableau de valeurs sélectives d'adaptation à la niche écologique, avec les grands A qui font plus d'enfants dans cette niche 1 et les petits A qui font plus d'enfants dans cette niche-là, et les intermédiaires qui sont désavantagés. Et on a un autre gène, un gène ici grand B, qui contrôle le choix du partenaire sexuel. Et on peut supposer que, à ce gène-là, donc les grands B vont se croiser avec les grands B, les petits A vont se croiser avec les petits A. Et donc, pour faire des espèces différentes, il faudrait que tous les grands A soient grand B, et tous les petits A soient petit B, petit B. Dans ce cas-là, on forme deux espèces différentes, adaptées à deux niches écologiques différentes. Mais si c'est deux gènes différents, A et B, c'est très compliqué à faire évoluer dans les modèles. Parce qu'il faut qu'il y ait ces deux gènes différents, et il faut qu'ils arrivent en déséquilibre de liaison, que tous les grands A soient petits grand A, grand B. Or, à chaque génération, ils se croisent entre eux au départ, et donc ça produit des intermédiaires. Et donc, dans les modèles mathématiques, c'est très difficile à faire évoluer de la spéciation dans ces conditions-là. Il faut une sélection énorme. Évidemment, c'est plus facile si les deux gènes sont côte à côte et ne recombinent pas trop entre eux. Et surtout, il ne faut pas qu'il y ait de coût à attendre le bon partenaire sexuel. Il ne faut pas que, si je refuse de me croiser avec un tel, j'ai peu de chances de toute façon faire des descendants. Dans ce cas-là, ça n'évolue pas non plus. Donc ces modèles mathématiques, en fait, alors c'est quand même possible, mais sous certaines conditions, ce qui est difficile des fois à dire, est-ce que ça peut se produire dans la nature mais ce n'est pas si simple. Et donc, il y a des scientifiques qui disent non, la spéciation sympatrique, ça ne peut jamais se produire. Et d'autres qui disent si, ça doit pouvoir se produire dans certains cas. Alors, il y a plein de modèles mathématiques qui ont été faits. Il y a une façon un peu plus facile de faire la spéciation sympatrique, c'est de considérer que le gène du choix du partenaire sexuel, les grands B se croisent avec un partenaire qui a le même allèle que lui au gène grand A. C'est plus comme tout à l'heure où les grands B se croisent avec les grands B et les petits B se croisent avec les petits B. C'est si vous êtes grand B, vous vous croisez avec la même forme au gène d'adaptation, donc par exemple avec la même couleur d'aile pour les papillons ou avec la même capacité à infecter les autres pour des pathogènes. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile parce qu'il suffit de sélectionner grand B. Si tout le monde est grand B, alors il y a des espèces différentes. Donc il n'y a plus besoin de déséquilibre de liaison entre deux gènes. Donc là, c'est plus facile. Il y a encore d'autres modèles, mais il y en a vraiment une quantité astronomique, où le gène de choix du partenaire sexuel est en fait, pour des parasites, le choix de la plante hôte où se reproduire. Donc ça ressemble un peu à nos champignons pathogènes. Et donc ça a été fait sur cette petite mouche Ragoletis, une parasite de la pomme et d'autres fruits, où il y a des formes différenciées qui sont adaptées à des plantes hôtes différentes, par exemple la pomme ou l'aubépine. Et en fait, ce n'est pas tellement qu'ils choisissent un partenaire sexuel adapté à la plante hôte, c'est qu'ils vont se reproduire sur la plante hôte auquel ils sont adaptés. Donc ça ressemble un peu à nos champignons pathogènes, c'est plus facile à faire évoluer des formes différentes, puisque ce gène-là, il est directement sous sélection pour adaptation à la plante hôte.
Alors ce cas est assez intéressant et on va y revenir. C'était donc Ernst Mayr, un zoologiste qui était un de ceux qui a fait la synthèse néo-darwinienne de l'évolution, hein, et qui était très opposé à la spéciation sympatrique, qui disait c'est juste pas possible parce qu'il y a des recombinants qui sont produits à chaque génération. Et il y a des scientifiques qui suggéraient que cette petite mouche, en fait, au départ, elle était parasite de l'aubépine, et au moment où on s'est mis à cultiver la pomme aux États-Unis, elle s'est mise à parasiter la pomme et qui a donné des formes un peu différentes. Et donc les gens disent, oui, c'est un exemple fantastique de spéciation sympatrique qui est en train de se produire sous nos yeux. Donc Ernst Mayr était très énervé et a demandé à un de ses étudiants, Guy Bush, de démontrer que ce n'était pas de la spéciation sympatrique. Et Guy Bush est devenu un des plus fervents partisans de la spéciation sympatrique, en fait, et a utilisé ce modèle pour montrer que ça pouvait être possible. Mais on va revenir, ce n'est pas si simple. Donc, sur les modèles mathématiques, hein, pour démontrer, pour essayer de voir est-ce que c'est possible ou pas la spéciation sympatrique, il y a plein de modèles qui sont très utiles, qui montrent dans quelles conditions ça pourrait être possible ou pas, mais c'est assez difficile de voir dans la nature, est-ce que ça se produit, est-ce que ces conditions sont remplies. Donc on peut aller essayer de voir dans la nature ce qui se passe, et en particulier donc, sur cette Rhagoletis, la petite mouche parasite, donc, qui au départ parasitait l'aubépine, et donc qui s'est mis à parasiter le pommier au moment où ça a été cultivé aux États-Unis, donc il y a à peu près 150 ans. Donc c'est un cas intéressant parce qu'il y a deux formes différentes hein, qui sont adaptées d'une certaine façon aux deux plantes hôtes. Par exemple, il y a une phénologie différente des fruits, et elle pond ses œufs dans les fruits et les larves mangent les fruits en se développant. Donc il y a un isolement temporel entre les deux formes. La forme sur pomme émerge avant la forme sur aubépine et donc se croise avant. Elles sont attirées préférentiellement par leur plante hôte. Elles laissent plus de descendants sur leur plante hôte. Donc il y a vraiment eu une adaptation et deux formes un peu différentes. La race sur pomme a une origine unique aux États-Unis, récente. Donc on peut se dire, oui, donc il y a très peu de flux de gènes entre les deux. Il y en a encore un peu qui a été estimé avec des marqueurs génétiques à peu près 4-6%. Donc ça paraît être un exemple fantastique de spéciation sympatrique en direct qu'on a pu observer. Mais récemment, en fait, il a été montré que la race qui parasite la pomme aux États-Unis ne vient pas de la race qui parasite l'aubépine aux États-Unis, mais vient de la race qui parasite l'aubépine au Mexique, qui est une population allopatrique. Il n'y a pas de migration entre les deux, et qui justement avait un réarrangement chromosomique par rapport à la race aux États-Unis, et où tous les gènes justement d'adaptation à la plante hôte sont justement localisés. Or, une inversion chromosomique comme ça bloque les flux de gènes. Il ne peut pas y avoir de recombinaison puisque les gènes sont orientés dans le même sens, et donc ça bloque la recombinaison et la création d'intermédiaires. Et donc, peut-être qu'il a fallu un peu cet isolement géographique, un réarrangement chromosomique qui protège les flux de gènes et la création d'intermédiaires. Et donc, quand la race de pommier du Mexique est venue, de l'aubépine du Mexique est venue sur le pommier, il avait déjà des réarrangements chromosomiques qui ont permis peut-être de stopper les flux de gènes ici. Pareil, donc il y a une autre situation qui avait été argumentée comme étant un exemple parfait de spéciation sympatrique. C'est des poissons cyclidés dans un lac en Afrique. Il y a une espèce qu'on trouve que dans ce lac en Afrique, que dans le monde entier on ne le trouve que dans ce lac. On a montré qu'il dérivait très récemment de cette forme-là, qu'a colonisé ce lac-là qu'une fois. C'est un lac comme ça, on ne peut pas imaginer qu'il y ait de barrière géographique. Les formes ont l'air adaptées à différents environnements. Il y a une certaine homogamie, chaque forme se croise préférentiellement avec sa propre forme. Donc on peut se dire, on ne voit pas trop d'autres explications allopatriques au fait que ce soit plutôt une spéciation sympatrique dans ce lac-là. Et donc, mais il a été argumenté, on ne peut pas exclure qu'il y ait eu des périodes où le lac était plus bas et où donc, il y avait en fait une allopatrie entre différents petits lacs. Donc au départ, c'était en sympatrie. Il y a eu une barrière géographique pendant un moment avec un assèchement du lac et à nouveau une sympatrie, mais les formes avaient déjà divergé, autorisées par cette barrière géographique. Et effectivement, il y a eu un assèchement de ce lac à cette période-là. Donc il n'y a pas beaucoup de preuves indiscutables du fait que la spéciation en sympatrie puisse se produire dans la nature, mais c'est très difficile d'avoir des preuves, de pouvoir exclure toute période d'allopatrie dans le passé. Alors, les champignons pathogènes fournissent quand même un bon cas où ça pourrait se produire. On voit que parce que ce sont les mêmes gènes qui contrôlent l'adaptation à l'hôte
et la probabilité de se croiser, la spéciation en sympatrie pourrait être assez facile. Alors c'est toujours de la sympatrie parce que la dispersion peut se produire, il n'y a pas de barrière géographique qui bloque, c'est que les génotypes qui contrôlent la probabilité de se croiser. Et il y a d'autres facteurs qui pourraient faciliter la spéciation en sympatrie chez ces champignons pathogènes. Donc c'est le même gène qui contrôle l'adaptation et le choix du partenaire sexuel. En plus, il y a une très forte sélection sur la capacité à infecter l'hôte, parce que chez ces champignons, il y a ce qu'on appelle une relation gène pour gène. C'est-à-dire qu'il y a des gènes de résistance chez les plantes qui reconnaissent le champignon et qui bloquent complètement l'infection. Ils reconnaissent une petite protéine du champignon en général. Donc là, si on a cet allèle chez la plante et cet allèle chez le champignon, la plante le reconnaît, bloque complètement l'infection et le champignon a une valeur sélective de 0. Il n'est pas du tout capable d'infecter la plante. Par contre, si le champignon évolue et change un peu sa protéine, qui n'arrive plus à être reconnu par la plante, il arrive à infecter la plante. Et donc, c'est vraiment une situation de tout ou rien. Soit le champignon a une énorme valeur sélective, soit une valeur sélective de 0, ce qui est une force sélective énorme et pas si courante dans la nature. Et en plus, les champignons produisent des milliards de spores. On voit ici de la rouille du blé qui est en train de produire des milliards de spores, ce qui augmente le nombre de mutations qui se produisent dans la population et qui permet cette sélection énorme, puisqu'il peut y avoir un grand nombre de spores qui ne peuvent pas se développer parce qu'elles sont bloquées par la résistance, mais il en reste toujours pour disperser ailleurs et avoir quand même laissé des descendants. Donc les champignons pathogènes pourraient être des organismes, et les parasites en général, des organismes qui font de la spéciation sympatrique très facilement et qui pourraient expliquer pourquoi il y a autant d'espèces spécialisées sur des hôtes différents. Et il existe un cas où on a peut-être pareil observé en direct une spéciation en sympatrie chez des pathogènes de pommiers. Donc c'est le pathogène, le champignon Venturia inequalis qui est responsable de la tablure du pommier. On voit ici des symptômes sur des pommes, il en fait sur des feuilles, et qui est en particulier pourquoi on met autant de pesticides sur les pommiers. Mais on introduit aussi des gènes de résistance sur les pommiers. Et donc régulièrement, on introduit des gènes de résistance qu'on va chercher dans des populations sauvages. Et donc on avait introduit, donc l'INRA avait introduit un gène de résistance chez des pommiers qui est resté efficace pendant 10 ans, qui était assez incroyable déjà pour un gène de résistance qui sont en général contournés plus rapidement. Mais il a quand même finalement été contourné. Il y a une population du champignon qui arrivait à parasiter ces pommiers résistants. Et donc il y avait des pommiers sensibles, des fois dans les mêmes vergers, qu'avait la population de champignons initiale. Et ce qu'on s'est aperçu en suivant ce verger pendant plusieurs années, c'est qu'il n'y avait aucun flux de gènes entre le champignon sur les pommiers résistants et le champignon sur les pommiers sensibles, alors que c'était en sympatrie, il pouvait disperser, mais ce champignon-là ne pouvait pas infecter ces arbres-là, et ce champignon-là ne pouvait pas infecter ces arbres-là, et comme ils se reproduisent à l'intérieur de leur hôte, ils ne pouvaient pas se croiser, ils ne pouvaient pas échanger des flux de gènes. Donc on avait notre population ancestrale initiale de champignons capables d'infecter les pommiers résistants. Une nouvelle population de champignons est arrivée, qui est arrivée à infecter ces arbres résistants, mais pas ceux-là. Et en sympatrie, ça a stoppé les flux de gènes tout de suite, parce que c'est le même gène qui contrôle l'adaptation à la plante et la capacité à se reproduire. Donc on a vu en direct une émergence d'une nouvelle espèce de champignons pathogènes capables d'infecter un nouvel arbre. Et comment, alors ça c'est compliqué, comment cette population de pathogènes est arrivée à infecter ces pommiers résistants? En fait, il a introgressé le gène. Donc le gène de résistance qu'on avait introduit, il venait de ce pommier ornemental. On l'a introduit dans le pommier cultivé. Le champignon pathogène, il a fait exactement pareil. Il a récupéré dans la population de pathogènes qui infectent normalement ce pommier et donc est capable de contrôler le gène de résistance. Il a incorporé le gène correspondant, donc il est devenu capable d'infecter les arbres résistants. Et donc, quelque part, c'est de la sympatrie, mais il a quand même incorporé un gène qui avait évolué en allopatrie sur une autre espèce de pommier. Donc il y a une autre façon d'essayer de voir est-ce que la spéciation s'est vraiment faite en sympatrie. C'est essayer d'inférer les flux de gènes historiques. Et on arrive à le faire maintenant, pareil, avec des modèles mathématiques. Donc ça, c'est d'autres champignons pathogènes dont je reviendrai dessus, que j'ai étudiés aussi. Donc c'est des champignons qui castrent ces plantes-là. Ils produisent leurs spores dans les anthères des plantes à la place du pollen. Donc ils empêchent les plantes de produire du pollen et des graines. Donc ils stérilisent les plantes. Et du coup, les pollinisateurs dispersent les spores du champignon au lieu de disperser
le pollen de la plante. Donc c'est un peu une maladie sexuellement transmissible de ces plantes. Et donc, il y a des espèces spécialisées sur ces espèces de plantes différentes. Et donc on a essayé de comprendre est-ce que la spéciation s'était faite en sympatrie chez ces champignons, comment ils se sont adaptés à ces plantes hôtes différentes. Et donc on a modélisé et utilisé des marqueurs génétiques pour essayer de comprendre, à partir d'une population ancestrale, comment s'était fait la divergence et est-ce qu'il y avait eu des flux de gènes au moment de la divergence. Et donc on arrive à faire ça maintenant avec des marqueurs génétiques et des modèles mathématiques. Et donc là, on voit l'inférence des flux de gènes depuis le passé jusqu'au présent. Là, on voit qu'au moment de la divergence, il n'y avait pas de flux de gènes et qu'ils sont augmentés récemment dans les deux sens, et plus dans un sens que dans l'autre, mais qui suggère que la spéciation s'était faite plutôt en allopatrie, sans flux de gènes, et que c'est plutôt un contact secondaire avec des flux de gènes. Donc ça, c'était tout l'aspect évolutif de la spéciation. Est-ce qu'on peut sélectionner pour des lignées différentes? Donc, on avait vu dans le cours 2 aussi quand on veut essayer d'expliquer un phénomène, par exemple la formation d'espèces différentes, pourquoi ici les blancs refuseraient de se croiser avec les rouges, il y a deux niveaux d'explication. Il y a un niveau évolutif, est-ce qu'il peut y avoir une sélection qui mène à ça, et un autre niveau explicatif proximal qui est quels sont les mécanismes proximaux qui font l'isolement reproducteur. Mais c'est une autre question, de savoir pourquoi est-ce que c'est les génitalia ici qui bloquent, est-ce que c'est les phéromones, est-ce que c'est le moment où ils émergent. Tout ça, ça répond à la question de pourquoi ils ne se croisent pas, mais ce n'est pas le même niveau d'explication. C'est mécanistique proximal. Donc jusque-là, on a vu, est-ce qu'on peut sélectionner pour un isolement reproducteur? Ici, c'est quel type d'isolement reproducteur empêche les flux de gènes entre les espèces. Donc, il y a plusieurs types d'isolement reproducteurs. Il y a ce qu'on appelle des barrières prézygotiques, avant la formation du zygote, de l'œuf. Donc, si on a par exemple deux formes de poissons ici, rouge ou bleu, ils font chacun leurs gamètes, leurs ovules, leurs spermatozoïdes. Si les spermatozoïdes rouges ne peuvent pas fertiliser les ovules verts, et inversement, c'est un isolement prézygotique avant la formation du zygote. Il n'y a pas d'hybrides qui sont formés. Il y a aussi ce qu'on appelle des barrières post-zygotiques, après la formation du zygote, de l'œuf. Donc là, il peut y avoir fertilisation, formation de l'œuf, mais après, les hybrides peuvent ne pas être viables, ne pas être fertiles, et donc les flux de gènes peuvent ne pas persister. Donc il y a on va voir quelques exemples de ces différentes formes proximales d'isolement. Donc en reprenant mon exemple favori là, de ces plantes et de leurs champignons pathogènes, donc il peut y avoir un isolement, ce qu'on appelle écologique, c'est-à-dire que peut-être que donc ici ces plantes et donc leurs champignons pathogènes ne vivent pas dans les mêmes environnements. Ici, le compagnon blanc, on le trouve plutôt en bord de route, dans des environnements anthropisés, alors que le compagnon rouge, ici, on le trouve plutôt dans des milieux plus humides, plus sauvages, dans des forêts. Donc les flux de gènes entre les deux espèces de plantes sont possibles en serre, quand on les fait se croiser. Par contre, il y en a très peu dans la nature parce qu'ils ne poussent pas au même endroit. Donc, et du coup, pareil pour le champignon pathogène qui fait ses spores dans les anthères. Ils ont aussi des pollinisateurs un peu différents, même s'ils en ont en commun. Donc tout ça, ça réduit les flux de gènes et peut expliquer pourquoi on ne trouve pas beaucoup d'hybrides dans la nature, mais qui donc n'explique pas comment et pourquoi ça a été sélectionné. Il peut y avoir aussi un isolement temporel. Ici, donc, c'est deux espèces de plantes très proches génétiquement, qui sont interfertiles et sympatriques. On les trouve dans les mêmes environnements. Elles peuvent se reproduire au laboratoire entre elles quand on les force, mais elles ne fleurissent pas en même temps. Donc forcément, le pollen de l'un ne se retrouve pas sur le pistil de l'autre et elles ne font pas d'hybride. Mais donc c'est quand même de la sympatrie, même si elles ne fleurissent pas au même moment, parce que c'est des gènes qui font qu'elles ne se retrouvent pas à être fertiles au même moment. Donc ce n'est pas un isolement géographique, une barrière extrinsèque. Chez les champignons pathogènes aussi, il peut y avoir des barrières temporelles. Donc, par exemple, ces ampelomyces, c'est des parasites de plantes. Donc, c'est des champignons qui parasitent des champignons parasites de plantes. Et en particulier, ils parasitent les mildious du pommier et d'autres mildious. Donc, on voit ici le blanc sur les feuilles, c'est un mildiou pathogène. Et ces champignons-là parasitent le mildiou. Mais comme le pommier ne fait pas ses feuilles au même moment que d'autres plantes et le mildiou ne se retrouve pas au même moment,
c'est plutôt au printemps sur le pommier et c'est plutôt à l'automne pour les autres mildious, il y a un isolement temporaire. Ils ne peuvent pas échanger de gènes, il ne peut pas y avoir de flux de gènes parce qu'ils ne font pas leur structure sexuée au même moment. Alors, c'est plus chez les animaux, hein, toutes les parades nuptiales, évidemment, peuvent faire un isolement proximal qui pourrait d'ailleurs être sous sélection. Hein. Donc, les phéromones, les signaux visuels, les chants, les comportements, tout ce qui fait que ça attire le partenaire sexuel. Si c'est souvent un peu différent entre espèces, et du coup, ça peut faire une barrière au flux de gènes. Il peut y avoir aussi une barrière au niveau de la reconnaissance des gamètes, hein, de la fertilisation. Et effectivement, il y a des protéines, par exemple, qui dissolvent la membrane de l'ovule, qui évoluent très rapidement entre espèces différentes et qui peuvent jouer dans les barrières au flux de gènes, donc chez les animaux, mais aussi chez les plantes. Vous savez que les pollens qui sont faits dans les anthères dispersent jusqu'à l'organe femelle, le pistil. Après, les grains de pollen gerbent et vont fertiliser l'ovule qui est à l'intérieur, qui va après donner la graine. Le fait que le grain de pollen germe ou pas, il y a aussi des mécanismes moléculaires de reconnaissance qui peuvent bloquer ou pas les flux de gènes. Alors après, il peut y avoir des isolements post-zygotiques et à tous les stades du développement des individus. Hein. Par exemple, les croisements entre moutons et chèvres. Donc il peut y avoir de temps en temps des accouplements, mais l'embryon ne se développe pas la plupart du temps. Les gènes ne fonctionnent pas assez bien ensemble. Alors il y a quand même des cas rares où ça peut se produire. Hein. En biologie, c'est toujours un peu... on dit ça marche jamais, et puis tout d'un coup, on trouve un cas où ça a fonctionné. C'est un peu d'ailleurs pour ça que c'est aussi difficile d'être affirmatif en biologie et en écologie. Hein. C'est qu'il peut y avoir des événements très rares, avec une très faible probabilité de se produire, mais qui peuvent avoir des conséquences énormes. Et donc, il peut y avoir plein de types d'isolement post-zygotique. Donc, les hybrides peuvent aller très bien, comme ici, ce qu'on a déjà vu des papillons, mais avoir un isolement extrinsèque. Donc, ils sont viables et fertiles, mais là, ils sont plus mangés par les prédateurs. Mais de temps en temps, ils peuvent être aussi moins viables et moins fertiles. Par exemple, ici, si on a croisé deux variétés de riz, on voit que les hybrides sont bien moins viables. Quand on croise... des juments avec des ânes, donc ça donne des mulets qui la plupart du temps sont stériles parce qu'ils n'ont pas le même nombre de chromosomes. Alors ça a posé un problème théorique pendant un moment de se dire comment est-ce qu'il peut y avoir évolution d'une baisse de viabilité et de fertilité, des incompatibilités entre espèces différentes. Parce que si on imagine qu'au départ on avait une seule espèce, par exemple avec un allèle grand A, ils sont tous grand A. Imagine, on a une divergence endrelignée, par exemple une barrière géographique, et ici on a une fixation de l'allèle petit a. On imagine, on fait des hybrides, les hétérozygotes ne sont pas très viables, pas très fertiles. Bon, d'accord. Mais du coup, si vraiment il y a une baisse de fertilité ou de viabilité ici, comment est-ce que petit a pu se fixer ? Au départ, quand le mutant petit a est apparu dans cette population, il était en très faible fréquence et tout le monde devait être hétérozygote. Donc le petit a, il aurait dû disparaître si les hétérozygotes ont une faible viabilité. Comment est-ce que le petit a pu se fixer si les grands A petit a ont une faible viabilité ? Et donc il y a eu un modèle qu'on appelle Bateson, Dobzhansky, Muller, des trois scientifiques qui l'ont suggéré indépendamment. C'est le fait que les incompatibilités en fait, chez les hybrides se passent entre locus différents. Donc, il faut imaginer deux gènes différents, ici A et B. Au départ, tout le monde est grand A, grand B. Et dans cette lignée-là, on imagine qu'on fixe petit a, qui n'a aucun problème avec grand B. Dans cette lignée-là, on fixe petit b, qui n'a aucun problème avec grand A. Mais après, quand on fait des hybrides, petit a des problèmes avec petit b, ils sont incompatibles. Dans ces cas-là, ça ne pose pas de problème théorique, puisque petit a et petit b ne se sont jamais vus au cours de l'évolution, ils n'ont pas pu poser de problème. Mais justement, ils ont évolué indépendamment et du coup, quand on les remet ensemble, ils ne fonctionnent pas bien. Et donc, effectivement, il y a plein d'exemples de ce type-là, de ces types d'incompatibilité entre allèles de locus différents, et c'est ce qui cause la plupart des problèmes chez les hybrides. Donc, par exemple, chez ces poissons-là, il y a deux espèces très proches. Quand on fait des hybrides, ils meurent de mélanome.
Parce que dans une des espèces, il y a un oncogène qui est apparu, qui favorise des tumeurs, mais aussi un répresseur de tumeurs qui est apparu et qui les supprime. Par contre, quand on fait des hybrides, il y en a certains qui ont l'oncogène sans avoir le suppresseur de tumeurs et qui, du coup, meurent très jeunes de mélanome. Donc, c'est une incompatibilité entre deux allèles. Chez la drosophile aussi, à chaque fois qu'on est arrivé à essayer de disséquer quels étaient les gènes responsables d'incompatibilité entre espèces, qui fait que les hybrides ne sont pas viables ou sont stériles, souvent on trouve des incompatibilités entre allèles de gènes différents et qui ne sont pas spécialement impliqués dans un choix du partenaire. Souvent, c'est vraiment des gènes qui évoluent très vite et du coup, ils ont évolué des fonctions un peu différentes et quand on les met ensemble dans les hybrides, ils ne fonctionnent plus. Donc l'isolement post-zygotique, ça correspond bien à un isolement allopatrique, une divergence en lignées différentes qui ne se rencontrent plus, puis à un moment, quand on les met en contact secondaire, dans les hybrides, ça ne marche pas bien. Donc c'est ce qu'on a trouvé aussi chez mes champignons pathogènes préférés. L'isolement, on a regardé comment évoluait l'isolement post-zygotique en fonction de la distance génétique entre hybrides. Donc on a croisé plein d'espèces différentes adaptées à des espèces hôtes différents. Et on a regardé la viabilité des hybrides, à quel point ils étaient capables d'infecter la plante hôte. Et on voit que ça diminue avec la distance génétique entre les espèces parentes. Donc il y a une diminution progressive de la viabilité des hybrides qui correspond assez à une spéciation allopatrique, une accumulation de différences en allopatrie. Donc là, on voit une plante saine et une plante infectée par le champignon. Et de façon intéressante, dans les hybrides, des fois, il y avait des symptômes un peu aberrants, incomplets. Par exemple, ici, le champignon a produit des spores, mais il n'a pas complètement empêché la production de pollen. Ou ici, un symptôme complètement aberrant, au lieu de produire ces spores dans les anthères, il les a produits dans les ovules de la plante, qui, de façon intéressante, correspond à une forme assez ancestrale qui semble avoir ressurgi chez les hybrides. Donc, cet isolement post-zygotique, on pense que ça évolue quand les lignées divergent en allopatrie, elles accumulent des différences, et du coup, quand les hybrides peuvent se former, qu'il y a un contact secondaire, ça ne fonctionne pas bien. Et ça a mené à l'idée de renforcement, c'est-à-dire le fait que, imaginons qu'on a deux lignées qui ont divergé en allopatrie, elles sont devenues un peu différentes, donc les hybrides ne fonctionnent pas bien, mais ce n'est pas une sélection particulière contre les hybrides, c'est juste qu'elles ont évolué des formes différentes. Mais si maintenant elles se retrouvent à nouveau en sympatrie, qu'elles peuvent faire des descendants, elles vont faire des descendants qui ne sont pas viables. Donc est-ce qu'il peut y avoir sélection pour éviter qu'ils fassent des hybrides? Est-ce qu'il peut y avoir... et donc du coup ça ressemble un peu au problème de la spéciation sympatrique, mais c'est un peu plus facile parce qu'il y a déjà une divergence entre les lignées. Est-ce qu'on peut sélectionner pour que la forme verte évite de se reproduire avec la forme rouge pour éviter de faire des descendants qui ne soient pas viables ou qui soient stériles? C'est ce qu'on appelle du renforcement d'isolement. Est-ce qu'on peut sélectionner pour un isolement pré-zygotique quand il y a déjà un isolement post-zygotique? Et donc ça a été modélisé par Dobzhansky, un des fondateurs de la théorie néo-darwinienne, mais ça avait déjà été suggéré par Alfred Wallace. Alors, Alfred Wallace, c'était un scientifique du même époque de Darwin et qui avait eu la même idée un peu au même moment. D'ailleurs, qui avait écrit une lettre à Darwin alors qu'il n'avait pas encore publié son livre. Donc Darwin, il avait mis 10 ans à accumuler. Il savait que sa théorie allait faire du bruit et perturber beaucoup de la société. Donc il avait mis le temps à accumuler plein de preuves, à devenir un scientifique établi en publiant des livres reconnus sur d'autres choses. Et tout d'un coup, il reçoit cette lettre d'Alfred Wallace qui lui explique en gros un peu sa théorie. Donc il est un peu paniqué et ils ont décidé de publier une lettre commune à l'Académie des sciences anglaise pour expliquer cette théorie. Et après, Darwin s'est dépêché d'écrire son livre qui devait juste être un résumé d'une œuvre plus grande qu'il devait écrire après. Et donc, Wallace et Darwin avaient à peu près eu les mêmes idées, avec quelques différences, et en particulier cet aspect de renforcement que Wallace avait déjà pressenti, et pas Darwin. Et donc, c'est l'idée qu'il y a une divergence en allopatrie de lignées, avec après un contact secondaire, les hybrides ne sont pas viables, pas fertiles, et on pourrait avoir une sélection pour renforcer et sélectionner pour un isolement pré-zygotique qui, du coup, empêche complètement la formation des zygotes.
Donc il y a eu des tests de est-ce que le renforcement est possible, et en particulier un travail un peu fondateur de Coyne et Orr, qui ont compilé un peu plein de littérature sur les croisements entre drosophiles et qui ont regardé la force de l'isolement post-zygotique en fonction de la distance génétique entre espèces. Alors quand les espèces sont en allopatrie, en rouge, avec une barrière géographique, ils ont trouvé que l'isolement augmentait graduellement avec la distance. Donc, ce qui est compatible avec l'idée qu'il y a des différences génétiques qui s'accumulent progressivement, mais pas spécialement pour bloquer les flux de gènes, puisque de toute façon, elles ne peuvent pas se rencontrer. Par contre, en sympatrie, il y a un isolement prézygotique tout de suite très fort, ce qui est compatible avec l'idée que les espèces ne peuvent pas se maintenir en sympatrie si elles produisent tout le temps des hybrides qui vont autoriser les flux de gènes ou qui ne seront pas viables ou stériles, et qui est compatible avec cette idée de renforcement, c'est-à-dire que si les espèces sont en sympatrie, il y a une sélection pour un isolement prézygotique très fort pour éviter de produire des hybrides qui ne soient pas viables ou stériles. Et donc, ce renforcement. Et donc, on a trouvé la même chose chez les champignons. On a regardé, pareil, la force de l'isolement reproducteur en fonction de la distance génétique entre les espèces et en fonction de si les espèces étaient en sympatrie, si elles peuvent se rencontrer à chaque génération, ou en allopatrie avec une barrière géographique. Donc d'abord chez les basidiomycètes, qui sont les champignons qu'on ramasse dans les forêts, ou ces champignons pathogènes qui font des tumeurs sur les grains des pays de maïs, là, pleines de spores noires, qui sont délicieux à manger. D'ailleurs, au Mexique, ils mangent ça, c'est du huitlacoche, c'est très recherché. Et donc on a trouvé le même profil de renforcement, c'est-à-dire en allopatrie, on a un isolement qui augmente graduellement avec la distance, alors qu'en sympatrie, en bleu, tout de suite, on a un isolement prézygotique très fort, qui laisse penser qu'effectivement, on peut avoir une sélection en sympatrie pour un isolement reproducteur. Donc l'idée, si on en revient à notre schéma, il y a des allèles qui permettent d'infecter un hôte, d'autres allèles qui permettent d'infecter un autre hôte. Les intermédiaires ne peuvent infecter aucun des deux, et donc il y a une sélection pour éviter de les produire, une sélection pour un isolement prézygotique qu'on peut mesurer du coup en boîte de pétri. De façon intéressante, on n'a pas du tout trouvé la même chose sur les ascomycètes, qui sont toutes les pourritures et moisissures des plantes. Donc là, la tablure du pommier, le botrytis qui fait la pourriture grise de la vigne, la pourriture des légumineuses, les pénicilliums qui font pourrir les fruits aussi. Et là, on voit que la force de l'isolement reproducteur n'est pas différente si elles sont en allopatrie ou en sympatrie. On arrive à les croiser sur boîte de pétri aussi bien. Et donc, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'en sympatrie, les espèces, on arrive à les croiser alors qu'elles restent différentes dans la nature? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est le fait qu'elles se croisent de toute façon au sein de leur plante hôte. Donc, elles n'ont pas besoin d'évoluer d'un refus de se croiser avec une forme alternative. De toute façon, elles ne les rencontrent pas. Le gène d'adaptation à l'hôte suffit à faire cet isolement reproducteur. Et donc, ce qui pourrait permettre d'expliquer pourquoi il y a autant de pathogènes spécialisés sur des plantes hôtes différentes, ou des parasites d'ailleurs plus généralement sur des hôtes différents, et pourquoi il y a autant de maladies émergentes qui peuvent facilement changer d'hôte, un champignon changer d'hôte, s'adapter facilement à un nouvel hôte et former une nouvelle lignée adaptée à un nouvel hôte, donc une nouvelle espèce. Alors ici, on avait un point un peu aberrant, donc des espèces en allopatrie, des basidiomycètes en sympatrie, mais avec un faible isolement reproducteur, et c'est justement nos champignons stériliseurs de plantes. Donc on a essayé d'étudier un peu plus quel pouvait être ce qui stoppait les flux de gènes en sympatrie, puisqu'ils avaient l'air d'arriver à se reproduire entre eux quand on les force. Donc ces champignons donc, qui produisent leurs spores dans les anthères des plantes, ils sont dispersés par les pollinisateurs sur des nouvelles plantes saines. La spore germe et se reproduit tout de suite avec les spores qui sont sur la plante, fait un mycélium qui envahit la plante, et la prochaine génération fera des fleurs infectées qui va de nouveau disperser les plantes. Et donc ici, le croisement a lieu avant l'infection de la plante, donc on n'est pas dans le cas des champignons ascomycètes où de toute façon ils peuvent se reproduire qu'avec ceux qui ont infecté la plante, puisqu'ils se reproduisent avant d'avoir infecté la plante. Par contre, il se reproduit beaucoup par autofécondation. Les spores, quand elles germent ici, elles se reproduisent beaucoup, même au sein d'une même tétrade, d'une même méiose.
Et donc, ce qui peut faciliter aussi l'isolement reproducteur. Hein, si on imagine qu'on a 2 espèces ici de plantes avec leurs champignons pathogènes spécialisés, imaginons qu'elles se retrouvent, les spores des 2 espèces se retrouvent sur la même espèce de plante. Elles se multiplient, elles font des croisements, soit avec la même forme, soit avec l'autre. Mais finalement, il suffit que la forme qui se croise avec elle-même ait un tout petit avantage. Comme de toute façon, il n'y aura qu'un individu qui va infecter la plante, ça se transforme en un énorme avantage. Donc ça facilite aussi la divergence en sympatrie. Hein. Même s'il y a des hybrides qui pourraient être formés, ils sont toujours en compétition sur la plante avec des non-hybrides. Et donc finalement, ils n'arrivent jamais à infecter la plante, même si leur viabilité intrinsèque n'était pas si mauvaise que ça. Donc c'est aussi un autre phénomène qui favorise la divergence en sympatrie des champignons pathogènes. Donc on a vu pourquoi il y a autant d'espèces sur Terre, comment se fait la spéciation, la formation en espèces différentes. Il faut qu'il y ait des compromis, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ne soit pas possible de s'adapter optimalement à toutes les ressources. Et après, il faut qu'il y ait soit qu'il y ait une barrière géographique qui autorise la divergence, soit qu'il y ait une sélection en sympatrie pour un isolement reproducteur. Et on a vu que ce n'est pas si simple, mais donc il y a ça peut se produire. Alors il existe un autre concept assez débattu, on a vu qui n'est peut-être pas si intéressant que ça, mais donc c'est qu'est-ce qu'une espèce finalement? Et est-ce que c'est si important de le savoir? On a ici des chiens dont on a déjà parlé, hein, qui ont le même nom latin, le même nom d'espèce Canis lupus que le loup gris dont ils ont été domestiqués. Donc de façon scientifique, on considère que c'est une espèce, mais c'est des formes très différentes, hein, et puis certaines n'arrivent pas bien à se reproduire entre elles, mais elles sont toutes plus ou moins interfertiles. Est-ce que c'est des espèces différentes? Où est-ce qu'on met la limite? Est-ce que c'est important de mettre une limite d'espèces? De toute façon, en biologie, hein, c'est un processus continu, la spéciation. Donc, oui, il y a un moment où c'est une espèce, et puis il y a un moment où c'est 2 espèces, c'est clair, et puis au milieu, c'est flou de toute façon, mais c'est biologiquement flou. Hein, on est en train de faire 2 lignées différentes. Alors pendant longtemps, qu'est-ce que c'était une espèce? C'était simple, hein, avec Linné, c'était des types créés par Dieu. Et toute la variation autour n'était pas importante. Et donc c'était des définitions essentialistes de l'espèce. Et d'ailleurs, on déposait des types dans les herbiers, qui était le type idéal de l'espèce. Toute la variation autour n'était pas importante et les espèces ne bougeaient pas une fois qu'elles avaient été créées par Dieu. Toute la question actuelle, donc c'est pas tellement qu'est-ce qu'une espèce, c'est plutôt comment on reconnaît si c'est des espèces différentes ou pas, qui est très différent. Hein. Souvent, on entend parler d'un débat sur le concept d'espèce, mais le concept d'espèce, en biologie évolutive, on sait ce que c'est qu'une espèce. C'est une lignée évolutive séparée des autres, qui n'échange pas de flux de gènes avec les autres, qui est différente. Ce qui est difficile en biologie, c'est savoir, j'ai des individus là, est-ce que je les classe dans des espèces différentes ou pas? Donc déjà, on peut se demander, est-ce que c'est important de les classer dans des cases? Et de toute façon, il y a un moment où c'est flou, et c'est intermédiaire, hein, c'est entre une espèce et 2 espèces, et c'est biologiquement vrai. Mais alors, ce que font les scientifiques, pendant longtemps, ils ont mesuré plein de caractères différents, et ils ont regardé est-ce que ça fait des groupes séparés, distincts, sans intermédiaire. Dans ce cas-là, on disait, alors c'est ce qu'on a appelé longtemps des concepts morphologiques, mais ce qui est plutôt un critère opérationnel de reconnaissance d'espèces, basé sur des critères morphologiques. Mais donc le concept globalement, hein, en biologie évolutive, on n'a pas trop de problème de savoir ce que c'est plutôt de les délimiter dans la nature, sachant que ce n'est pas toujours possible, parce qu'il y a des cas intermédiaires. Donc il y a plusieurs moyens de se dire est-ce que c'est des lignées séparées? Donc on peut regarder est-ce que phénotypiquement ils sont différents? Est-ce qu'ils sont interféconds? Mais on a vu que ce n'est pas parce qu'ils sont interféconds que finalement ils vont faire des hybrides dans la nature qui vont persister. Par exemple, les champignons pathogènes de plantes, on arrive très bien à les croiser sur boîte de pétri. N'empêche que dans la nature, ils ne se croisent pas puisqu'ils sont adaptés à des plantes différentes et ils se croisent dans leurs plantes hôtes. Donc c'est un critère parmi d'autres, mais pas absolu. On peut aussi regarder, faire des phylogénies, regarder à quel point ils sont séparés génétiquement. Mais on voit bien qu'il n'y a pas de critère optimal de délimitation d'espèces. En particulier, les différents critères qu'on utilise pour reconnaître des espèces vont être différents, ils vont apparaître dans un ordre différent suivant si la spéciation elle est en allopatrie ou en sympatrie.
Si la spéciation elle est en allopatrie, au moment de la divergence, on va plutôt avoir une distribution géographique des espèces qui va changer. Puis après, par dérive génétique, il y a des gènes neutres qui vont devenir différents. Après, il y aura peut-être une adaptation à des milieux différents, puis une différence morphologique, et à la fin, un isolement reproducteur qui va arriver par effet secondaire, mais pas spécifiquement sélectionné. Si la spéciation sympatrique peut bien se produire, on aura d'abord, au contraire, une adaptation à des ressources différentes, une sélection pour un isolement reproducteur, et seulement après des divergences génétiques neutres et morphologiques. Donc, ce n'est pas le même critère qui va être le meilleur au début d'une divergence suivant ces deux formes. Et puis, de toute façon, il y a un moment où c'est flou. Hein, on est entre les deux et on ne peut pas dire si c'est une espèce ou deux, et on est peut-être justement entre les deux. Et il y a même des cas très intéressants comme ce qu'on appelle les anneaux d'espèces. Donc, par exemple, chez ces salamandres autour d'un lac aux États-Unis, il y a différentes morphes qu'on reconnaît très bien. Ici, les deux morphes aux extrémités ne se croisent pas entre elles, elles refusent de le faire. Donc on dit c'est deux espèces différentes. Mais chaque morphe ici est interfertile avec la morphe d'à côté. Donc ça fait une espèce en anneau où chaque morphe est interfertile, les flux de gènes peuvent se passer de proche en proche, mais aux deux extrémités, non. Donc là, c'est vraiment un exemple de flou, mais c'est biologiquement flou parce que la biologie, et parce que surtout l'évolution et la biodiversité, c'est un équilibre dynamique, comme on a vu, qui est en formation tout le temps, en train d'évoluer tout le temps. Et il y a des moments où on est entre les deux. Et peut-être que ça ne donnera jamais des espèces différentes, parce qu'il ne peut pas y avoir une sélection assez forte, par exemple. Alors, les critères de reconnaissance d'espèces basés sur les phylogénies, le principe, c'est, alors on l'utilise beaucoup chez les champignons parce que souvent il n'y a pas beaucoup de critères morphologiques différents chez les champignons, et c'est des fois difficile de les croiser, et puis c'est pas une belle preuve souvent que c'est des espèces différentes. Et pourtant, avec des marqueurs génétiques, on s'aperçoit de plus en plus que des espèces de champignons pathogènes qu'on croyait très généralistes, capables d'infecter plein de plantes hôtes, et en particulier des pathogènes de culture, en fait, ils sont spécialisés sur des hôtes différents. Donc c'est quand même intéressant de savoir, est-ce qu'on a des morphes spécialisées différentes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on séquence plein de gènes, on reconstruit leur généalogie. Et s'il y a des croisements réguliers, la généalogie entre différents gènes sera différente, parce qu'il y a de la recombinaison. Par contre, si on a des lignées séparées évolutivement qui échangent plus de flux de gènes, on aura des clades différents. Donc, on utilise beaucoup ça chez les champignons, on séquence plein de gènes et on regarde à partir de quelles limites les différences deviennent congruentes, et on établit la limite d'espèce à ce niveau-là. Donc, on a fait ça chez ces champignons Microbotrium, ces parasites dentaires de plantes. Donc, on voit ici une plante femelle avec l'ovule, l'ovaire qui contient les ovules, et les organes femelles ici, les stigmas. Et ici, une plante femelle parasitée par le champignon et qui, du coup, a plus un ovaire très réduit et a fait des anthères, alors que normalement, les plantes femelles ne font pas d'anthères, a fait des anthères pleines de spores. Donc là, on voit un dessin de Darwin dans une lettre qu'il avait écrite à Lydia Baker, où il était déjà intéressé dans ce changement de sexe des plantes à cause du champignon. On voit qu'il a fait la structure femelle ici, qui est en train de se transformer en structure mâle portant des spores. Et donc on voit ici des espèces de plantes différentes qui ont chacun le champignon, les spores là. Et donc il y avait un débat pendant longtemps, est-ce que c'est une espèce généraliste qui est capable d'infecter toutes ces plantes, et morphologiquement elles se ressemblent, on ne voit pas trop de différence, on arrive à les croiser. Mais est-ce qu'il y a eu une adaptation spécifique à ces différentes plantes hôtes ? Ça, je vous ai déjà montré. Et donc, ce qu'on a fait, c'est cette phylogénie. On a collecté des champignons sur plein de plantes différentes, dans plein de régions différentes, et on a regardé quel groupe ça nous donnait. Donc, on voit qu'il n'y a aucun pattern géographique. Tout le long de la phylogénie, les plantes venaient d'un peu partout, les champignons aussi. Et par contre, on voit qu'on a des clades spécifiques de certaines plantes hôtes. Donc il y a l'air d'avoir des espèces spécialisées, et ça on ne s'en rendait pas compte avant d'avoir pu séquencer l'ADN. On a vraiment des espèces spécialisées sur des différentes plantes hôtes. Autant établir pour une limite d'espèces et une classification en espèces juste pour classer, ce n'est pas forcément très excitant. Par contre, essayer de comprendre comment les pathogènes s'adaptent à leurs plantes hôtes et évoluent, pour ça, on est obligé de savoir si c'est une espèce généraliste ou plein d'espèces spécialistes
où chacune est en train de s'adapter à sa plante hôte. Et en particulier, c'est important parce que, on avait vu, il y a la coévolution. Donc la coévolution, c'est l'évolution par sélection réciproque, par exemple, des hôtes et des pathogènes. Les pathogènes évoluent sans cesse et changent pour devenir plus agressifs. Et du coup, les hôtes évoluent sans cesse pour être de plus en plus résistants. Et donc, on prend souvent l'exemple de l'illustration de la reine rouge dans Alice de l'autre côté du miroir. Lewis Carroll avait pris cette image où Alice court avec la reine rouge, la reine d'échecs, mais le paysage n'avance pas. Donc Alice, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, dans mon pays, quand on court, on arrive quelque part. Et la reine rouge dit, oui, mais ici, le paysage, il bouge. Donc il faut courir tout le temps pour rester à la même place. Et c'est vraiment une belle image de cette course aux armements entre hôtes et parasites, où les parasites évoluent tout le temps, et donc les hôtes évoluent aussi, sont sous sélection à cause de l'évolution des parasites, pour aussi tout le temps changer. Et donc c'est vraiment, pour comprendre cette coévolution de parasites, on est obligé de savoir est-ce que les espèces sont spécialistes ou généralistes. Et une autre question qui est un peu différente et qui est souvent confondue, c'est est-ce qu'il y a eu une codivergence des hôtes et des parasites? C'est-à-dire que est-ce qu'à chaque spéciation de l'hôte, le parasite il a suivi pour faire des nouvelles espèces spécialisées? Ou est-ce que les hôtes préexistaient et à un moment les parasites sont arrivés et ils ont changé d'hôtes pour faire à chaque fois des nouvelles espèces? Donc est-ce qu'il y a de la codivergence, de la cospéciation, ou est-ce qu'il y a des sauts d'hôtes et des spécialisations? Alors souvent, ces deux notions sont un peu confondues, alors que c'est vraiment très différent. Ici, la coévolution, c'est vraiment à court terme, est-ce que les populations évoluent sans cesse en réponse à la sélection exercée par l'autre espèce? Et ici, c'est est-ce que dans le temps long, il y a eu une codivergence ou un saut d'hôtes? On voit qu'il peut y avoir des sauts d'hôtes, alors qu'il y a aussi de la coévolution. Ce n'est pas du tout forcément lié. Et donc, ce qu'on a vu chez ces parasites pathogènes de plantes, c'est que donc, ici, on a la phylogénie des plantes hôtes et ici, les relations de parenté chez les champignons. Et on voit que les phylogénies sont complètement différentes, ce qui montre qu'il n'y a pas eu une codivergence des deux, mais plutôt des sauts d'hôtes et des spécialisations après des sauts d'hôtes par les parasites. Et donc, pendant longtemps, on a eu l'idée comme ça que les parasites devaient suivre les spéciations de leurs hôtes puisqu'ils coévoluaient avec eux. Et en fait, c'est très très rare. Il n'y a pratiquement aucun cas où on trouve vraiment des cospéciations chez les parasites. On a essayé de regarder un peu dans les littératures ce qui existait. Dans quel cas on avait trouvé une cospéciation, c'est-à-dire une stricte des phylogénies identiques des hôtes et des parasites avec exactement les mêmes temps de divergence. En fait, on le trouve dans très peu de cas et plutôt des mutualistes que des pathogènes. Et au contraire, chez les pathogènes, le plus souvent, on trouve des phylogénies complètement différentes entre les hôtes et les parasites qui montrent qu'il y a eu des changements d'hôtes, ou de temps en temps des phylogénies congruentes, similaires, mais avec des temps beaucoup plus courts chez les parasites que chez les autres, montrant qu'il y a quand même eu une radiation par saut d'hôte du parasite. Donc on a vu comment on peut expliquer la spéciation. Et on verra dans le cours 7 comment on peut expliquer plutôt les patterns de distribution des espèces sur Terre et pourquoi il y en a plus à certains endroits que d'autres. Et donc là, c'était plutôt comment se forment des espèces et quels sont les problèmes de biologie évolutive que ça pose. Et vous voyez que c'est encore débattu. On n'a pas encore de réponse absolue sur le fait est-ce que la spéciation sympatrique est possible ou pas, à quelle fréquence elle se produit, chez quels organismes. Et maintenant, on va voir un peu qu'est-ce qu'on connaît sur l'origine de la vie. Je vous ai déjà présenté cet arbre de la vie qui représente un peu les relations de parenté entre tous les groupes d'organismes vivants connus sur Terre, avec ici les eucaryotes, les plantes, ici les animaux, les champignons qui sont très proches des animaux, les bactéries et les archébactéries. Mais donc, qu'est-ce qu'on sait sur l'origine de la vie ici, qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, pareil, on peut se demander qu'est-ce que la vie déjà? Donc il y a deux types de définitions de la vie. Il y a une définition qui est plutôt basée sur l'autoréplication et l'évolution, qui est que des formes de vie sont capables de s'autorépliquer, de muter, d'évoluer, de se diversifier. La NASA s'y est beaucoup intéressée à cette définition de la vie, pour savoir si on va sur Mars, qu'on trouve des formes, comment on décide si c'est vivant ou pas, donc comment on définit la vie.
Et il y a d'autres définitions basées plutôt sur l'auto-entretien, le métabolisme, qui dit qu'un organisme vivant, il importe des nutriments, il fait du métabolisme et il exècre d'autres choses. Il y a tout le temps des transformations et un milieu un peu fermé où se produisent des réactions chimiques. Donc c'est deux types de définitions qui en fait sont complémentaires, hein, parce qu'une sans l'autre, c'est pas très applicable. Et d'ailleurs, il y a encore des choses qui sont discutées. Par exemple, on peut se demander est-ce qu'un virus est vivant ou pas. Vous avez ici le virus du SARS-CoV-2, donc avec une enveloppe protéique. Hein, vous avez tous entendu parler des protéines spike, etc., sur la coque. Et ici, on voit l'ARN, qui est le matériel génétique du virus. Donc un virus n'a pas de cellules. C'est juste du matériel génétique avec une coque protéique. Et donc ça correspond à la première forme de définition. Ça peut muter, se diversifier, mais ça n'a pas de métabolisme propre. Ça ne fait qu'infecter des cellules et utiliser le métabolisme de la cellule. Donc il y a des gens qui disent que les virus ne sont pas vivants. On ne peut pas les classer dans les vivants puisqu'ils n'ont pas de métabolisme propre. Alors si on dit oui, mais ils peuvent se diversifier, donc ils sont vivants. Mais si on dit les virus sont vivants, c'est très difficile de dire qu'une vie artificielle qu'on laisse évoluer dans des ordinateurs n'est pas vivante, parce qu'elle est aussi capable de muter, de se diversifier, de faire des formes différentes. Elle n'a pas de métabolisme propre, mais les virus non plus. Donc c'est difficile d'avoir une définition de la vie qui inclut les virus, mais pas une vie artificielle, par exemple. Donc il y a encore un peu des débats sur comment on définit vraiment la vie. Donc après, on peut se demander qu'est-ce qu'on sait des premières étapes de l'origine de la vie. Alors, il faut bien distinguer l'origine de la vie et le dernier ancêtre commun à toutes les formes de vie qu'on connaît sur Terre actuellement, qu'on appelle LUCA, pour, en anglais, Last Universal Common Ancestor, notre dernier ancêtre commun à toutes les formes de vie actuelles. Donc, ici, on a notre arbre de la vie avec les eucaryotes, les archées et les bactéries. Donc, ici, c'est le dernier ancêtre commun, mais probablement, ce n'était pas la première forme de vie. Il y a eu d'autres formes de vie beaucoup plus anciennes, mais qui se sont éteintes et dont on n'a aucune trace. Donc il y a deux questions différentes. Il y a à quoi ressemblait LUCA, le dernier ancêtre commun des formes de vie actuelles, et à quoi ressemblaient, qu'est-ce qu'étaient ces premières formes de vie qui ont disparu et dont on n'a plus de traces. Hein. Donc encore une fois, en évolution, c'est vraiment difficile de faire des inférences dans le passé, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas gardées dans des registres fossiles, et on ne peut que faire des inférences. Une autre façon de voir l'arbre de la vie, intéressante, en forme de buisson, avec LUCA ici, la diversification dans les 3 domaines de la vie. Et on peut voir la lignée des hominidés qui n'est pas spécialement différente des autres dans ce buisson perdu. Donc, qu'est-ce qu'on sait des premières formes de vie? Donc, l'idée qu'on a, c'est... on se dit, on regarde à quoi ressemblait la Terre au moment, il y a 4 milliards d'années, au moment où les premières formes de vie ont probablement apparu, donc avec plein d'éruptions volcaniques. Et donc, on s'intéresse à plusieurs étapes. La chimie prébiotique, comment sont fabriquées les premières briques nécessaires à l'apparition de la vie, les premières briques qui permettent de faire de l'ADN, des carbones, des cellules. Comment sont faites les premières cellules? À quoi ressemblait le dernier ancêtre commun aux toutes nos formes de vie, et après comment s'est fait la diversification dans les 3 domaines, et après la spéciation dont je vous ai parlé jusque-là. Donc à quoi ressemblait LUCA? Ça, on peut regarder qu'est-ce qui est commun à toutes les formes de vie actuelles. On se dit ça devrait correspondre au dernier ancêtre commun à ces formes de vie. Donc ça devait être un organisme pas si simple que ça, avec quand même 600 gènes, donc on trouve à peu près 600 gènes qu'on retrouve dans les 3 domaines de la vie. Donc il y avait déjà une cellule, de l'ADN, qui était traduit en ARN, qui était transcrit en ARN, traduit en protéines. Il y avait déjà probablement une synthèse d'énergie par de l'ATP. Donc LUCA était déjà assez complexe. Et donc il devait y avoir plein de formes de vie plus simples avant qu'on ne peut pas inférer à partir juste de l'arbre de la vie. Alors ça pose quand même déjà un problème de se dire, OK, donc il y a de l'ADN qui donne de l'ARN et des protéines, mais les protéines sont nécessaires pour synthétiser l'ADN, et l'ADN est nécessaire pour synthétiser les protéines. C'est un peu le problème de l'œuf et de la poule qui arrivait d'abord, et les deux n'ont pas pu arriver en même temps. Donc ça a posé un problème pendant très longtemps de se dire qu'est-ce qui s'est passé avant ça, comment ça a déjà pu apparaître, alors qu'il semble qu'il faille de l'ADN pour faire des protéines, et il faut des protéines pour faire de l'ADN. Et donc la solution qui a été trouvée, c'est que probablement les premières formes de vie avaient une information génétique basée sur l'ARN et pas l'ADN.
parce que l'ARN est un simple brin, donc il est moins stable. Pour conserver l'information génétique, ça peut être délétère parce que c'est moins stable, mais du coup, comme c'est moins stable, c'est autocatalytique. Ça permet de faire des réactions chimiques, et en particulier de faire des réactions chimiques qui permettent de s'auto-répliquer, en particulier des formes très courtes d'ARN peuvent s'auto-répliquer. Donc on pense maintenant que les premières formes de vie avaient une information, un peu comme certains virus, basée sur l'ARN, et qui permet de s'affranchir de ce problème de l'œuf et de la poule, puisque là, pour le coup, la molécule d'information génétique est capable de faire ses propres, n'a pas besoin de protéines pour faire ses réactions d'autoréplication. Donc on pense que l'origine de la vie, donc il y avait la formation de la Terre il y a à peu près 4,5 milliards d'années, une chimie prébiotique il y a à peu près 4 milliards d'années, un monde ARN d'abord, puis un monde ADN, avec d'ADN et des protéines, et puis l'UCA bien plus tard. Et donc, alors, sur cette question, comment s'est fait cette première chimie ? On comprend comment l'information génétique au départ a pu s'autocatalyser, mais comment est-ce qu'on a pu déjà faire de l'ARN, qui est une molécule assez complexe et qui pour stocker assez d'informations génétiques. Et donc on peut se demander, à partir du monde tel qu'il était il y a 4 milliards d'années, donc avec l'énergie était des éclairs et de la lumière ultraviolet, des rayons cosmiques, des éruptions volcaniques, la chaleur interne de la Terre. On sait un peu quelle molécule très simple il y avait dans cette soupe, qu'on appelle la soupe primitive. Comment est-ce que les premières bases permettant de faire de l'ARN, par exemple, ou de la chimie basée sur du carbone, ont pu se former? Et donc, il y a eu une expérience assez fondamentale par Stanley Miller en 1953, donc a fait ce petit dispositif où il a essayé de retracer les conditions, recréer les conditions qu'il y avait dans cette Terre d'il y a 4 milliards d'années avec des éclairs, de la chaleur. Donc, il a mis la soupe ici qui représentait l'océan. Et donc, il a échantillonné. Et il est arrivé à partir de molécules très simples, juste de l'ammoniac, du méthane, de l'hydrogène, avec la chaleur des décharges. Il est arrivé à créer ces premières bases de la vie qui sont nécessaires au matériel génétique, l'urée, la formaldéhyde, des bases et des acides aminés. Et donc, effectivement, on est arrivé, avec des conditions qu'on pensait qui étaient à l'époque de la soupe prébiotique, à faire ces premières bases nécessaires à l'origine de la vie. Et donc, c'est un peu l'image qu'on avait d'une soupe primitive avec des molécules inorganiques très simples. Grâce aux conditions, aux sources d'énergie ici, on arrive à faire des molécules organiques simples, puis un peu plus complexes par sélection. Alors, on a pu aussi sélectionner in vitro des molécules d'ARN de plus en plus complexes et de plus en plus autoréplicatrices. À partir du moment où il y a un peu d'information génétique qui est capable de muter et d'évoluer, on peut sélectionner pour des formes plus complexes, plus efficaces, etc. Et donc après, qui ont intégré les protéines, l'ADN et la formation de cellules. Les cellules, ça permet en fait de protéger des réactions chimiques de l'environnement extérieur pour avoir un gradient interne où on peut créer des produits qui soient différents et pas trop dilués dans le monde extérieur. Alors ça a été un peu remis en question dans les années 80, où on a découvert près des fumeurs noirs dans les dorsales océaniques des endroits effectivement très chauds, sous haute pression, et avec des organismes qui vivaient là, et qu'on appelle chimio-autotrophes, c'est-à-dire qu'elles faisaient un métabolisme pas du tout organique, pas du tout de photosynthèse, uniquement dû sur des réactions chimiques oxydoréductrices. Et ça a un peu relancé le débat sur l'origine de la vie. On se dit c'est peut-être plutôt à ça que ressemblaient les premières formes de vie sur des dorsales océaniques. Et donc ça permet aussi d'expliquer, donc si on imagine, on a des molécules inorganiques, et en fait le fait que ça se passe en surface comme ça sur des matériaux, donc ça protège en fait, ça permet de faire un gradient redox, et donc le fait que ça protège les produits issus du métabolisme et qu'ils ne soient pas tout de suite dilués dans l'océan autour. Et donc ça a donné l'idée plutôt de la pizza primitive plutôt que de la soupe primitive, plutôt en surface des dorsales océaniques. Alors, qu'est-ce qu'on sait Donc évidemment, on n'a pas de traces de ces premières étapes, on peut juste essayer de les reproduire, de les inférer, de voir ce qui est possible. Les plus anciennes traces de vie qu'on a, alors elles datent quand même d'il y a 3 milliards d'années, c'est des fossiles de stromatolites. Alors les stromatolites, on en voit ici encore en Australie par exemple, mais elles sont très rares, mais probablement il y a une époque où c'était les formes de vie les plus fréquentes.
Et donc ces stromatolies, c'est des structures créées par de la vie, hein, créées par des communautés bactériennes, principalement des cyanobactéries. Et donc le fait qu'on les retrouve il y a 3 milliards d'années, hein, donc c'est les traces de vie les plus anciennes qu'on ait, mais qui sont déjà assez complexes, déjà ressemblant à des cyanobactéries. Et donc si on retrace un peu l'histoire de la vie depuis, donc si on imagine l'histoire de la vie sur 24 heures, on imagine qu'au temps zéro, la Terre est formée il y a 4,5 milliards d'années. Et on regarde combien de temps et quand sont apparues les différentes formes de vie. Hein, on voit qu'à 4h10, les premières formes de vie sont apparues. À 17h45 seulement, les premiers organismes multicellulaires. À 23h40, la disparition des dinosaures. Et les premiers hommes sont arrivés à 23h59 et 56 secondes. Et donc on voit ici donc l'apparition de la vie à peu près à 4h10, donc les premières photosynthèses ici, les prokaryotes qui sont arrivés ici, les eucaryotes seulement là, la vie multicellulaire, les animaux ici, les plantes terrestres, les premiers vertébrés terrestres, les dinosaures et les premiers hominidés, hein, vraiment à la toute dernière seconde. Donc on a vu aujourd'hui comment on peut expliquer la diversification des formes de vie, qu'est-ce qu'on sait de l'origine de la vie. Et la semaine prochaine, on verra plus de l'écologie, un peu moins d'évolution, plutôt les interactions entre espèces et donc comment on peut expliquer la distribution des espèces sur Terre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et après la pause, donc Hélène Morlon vous parlera aussi de diversification des formes de vie.